Donc oui, je suis aussi universitaire à la faculté de médecine, donc j'ai aussi une activité d'enseignement et je suis en particulier directeur du centre de simulation en santé. Donc je vous ai dit que j'étais déjà descendu en termes d'intellectualisme par rapport à mes collègues précédents. Là, je vais encore descendre encore plus bas. C'est la formation des plus jeunes et l'apprentissage de choses relativement simples. Et donc je vais vous parler du centre de simulation en santé qui s'est ouvert en 2009. Vous expliquer pour qui il est, enfin à qui s'adresse ce centre, pourquoi faire et comment on le fait. Alors le centre de simulation, c'est un groupement d'intérêt scientifique qui est une association entre l'université, bien entendu, le centre régional universitaire, mais qui est aussi une plateforme transversale du LATIM, parce que qui dit simulation dit aussi possibilité de tester un certain nombre de dispositifs qu'on développe au LATIM par derrière. Et on a eu la grande chance de bénéficier d'un très fort soutien de l'ANR et du CJ dans le cadre des programmes initiatives d'excellence en formation innovante, qui est un de nos gros financeurs. Alors l'argument simulation, c'est un peu les tartes à la crème. Pourquoi est-ce qu'on essaye d'implanter la simulation dans les écoles de santé actuellement? C'est simplement avec la grande maxime, plus jamais un premier geste sur le patient. On a tous appris, tous, à faire une première ponction lombaire, à faire une première gazométrie artérielle sur un patient. On sait, avec un peu de recul, on sait pertinemment qu'on a fait énormément de bêtises, qu'on a fait aussi beaucoup de mal, et qu'on a maintenant moyen de faire un petit peu mieux, et en tout cas de faire en sorte que le premier geste sur le patient ne se fasse qu'après avoir au moins essayé une dizaine de fois sur des bouts de plastique. Ça remplacera jamais l'expérience de terrain, mais ça supprimera au moins, peut-être pas la peur du patient, parce qu'il en est rarement conscient, mais la peur de celui qui fait le geste de faire une bêtise. Alors, juste je vous invite, si vous avez un peu de temps libre, à aller consulter la web TV IDEFI Remis, qui d'ailleurs accessoirement va rediffuser la semaine prochaine toutes les conférences qu'on est en train de filmer aujourd'hui. Et la première web conférence qu'on a diffusée au mois d'avril était celle faite par le professeur Jean-Claude Grand-Henri d'Angers, qui est le rédacteur du rapport de l'HAS sur la simulation en santé, qui a vraiment lancé un grand nombre de centres de simulation en santé en France. Et donc c'est une plateforme qui a priori connaît un petit succès, puisqu'on a maintenant été visualisé plus de 18 000 fois sur cette conférence un petit peu ardue d'une heure et demie sur juste les recommandations en santé. Alors, on n'invente rien en fin de compte, parce que la simulation en santé, ça existe depuis très très longtemps, c'était juste pas utilisé au quotidien. Le premier simulateur, c'est celui de Madame de Coudray, c'était un simulateur d'accouchement, il y avait déjà le vagin, il y avait déjà le rectum, il y avait déjà la sortie du bébé, donc on n'invente rien, simplement ça n'a pas accroché au bon moment. Il y a même Simoine, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, c'est le premier simulateur informatisé qui a été développé à Harvard, il a été développé en 1969, c'était une grosse machine très coûteuse qui n'a jamais été commercialisée. Avant. Les études de médecine, c'était beaucoup de cours en amphi, encore plus de travail personnel à la maison, dans ses livres, et du jour au lendemain, on effectuait le grand saut dans le vide, et l'on devait s'occuper des vrais patients. Beaucoup de connaissances, pas beaucoup de compétences. Sois pas trop sûr de toi, tu commences. Tu connais rien pour l'instant, alors quand tu sais pas, tu demandes. Aujourd'hui, cela a bien changé, et la simulation est entrée dans nos programmes. Le principe fondateur de la simulation est plus jamais un premier geste sur un patient. This is Sim 1, developed for the training of anesthesiologists. It's a machine, a breathing, functioning, computerized patient. Les savoirs, les apprentissages théoriques, le travail personnel sont toujours indispensables. Mais avant d'aller voir directement les patients, nous pouvons nous entraîner en simulation, sur des mannequins en plastique ou valider nos apprentissages sur nos collègues. Les outils utilisés au début sont plutôt simples, et petit à petit, nous nous rapprochons du vrai soin. Apprendre à ausculter ensemble un mannequin qui nous présente aux bons endroits les sons que nous allons devoir apprendre à reconnaître. Apprendre la relation médecin-malade avec des collègues acteurs, utiliser l'échographie pour repositionner les organes aux bons endroits dans le corps, et faire devenir réalité l'anatomie enseignée sur des dessins de papier, tout en étant supervisé par des seniors chevronnés. Nous allons même utiliser des jeux vidéo sérieux pour apprendre à interroger et inspecter les patients. Comment vous sentez-vous, monsieur? Pas très bien. J'ai beaucoup de mal à respirer. L'étape ultime est quand même la mise en œuvre de toutes ces connaissances dans des séances de simulation complexes.
dans une salle reconstituant un lieu de soins avec des soignants et un mannequin ultra sophistiqué qui permet de reproduire les différents problèmes. En fait, il est piloté à distance d'une régie, comme à la télé. J'étais obligée de l'attacher parce qu'il s'agite, il ne supportait plus le masque. Ça va? Il désature, il était à 21% d'FiO2, donc Monsieur Jaouen. Nos études ont bien changé. Une fois toutes ces étapes passées, nous allons nous occuper des vrais malades. J'ai hâte d'y être. Je pose le petit film. Juste pour mémoire, le film sur Sim1, c'est Orson Welles qui était l'intervieweur. C'est un film qui est assez extraordinaire. On découvre des choses en permanence. Donc aujourd'hui, le centre de simulation il est vraiment implanté. Il sert tous les jours. C'est plus de 2500 apprenants au jour. En gros, c'est plus de 2500 personnes qui vont passer une journée au centre de simulation dans l'année. C'est 2 tiers de formation initiale, 1 tiers de formation continue. La formation continue servant d'ailleurs à financer en grande partie la formation initiale, parce que tout ça c'est extrêmement coûteux malgré les supports institutionnels. Donc on a beaucoup de choses, la préparation à l'intégration d'un stage hospitalier, la relation médecin-malade, l'annonce d'un diagnostic difficile, qui est en particulier animé par Christian Berthoud, la médecine d'urgence. On a aussi en 3e cycle beaucoup de formations qui sont au niveau de Hugo, donc de l'ensemble des hôpitaux universitaires de Grand Ouest, parce que chaque pôle Rennes, par exemple, a un certain nombre de spécificités. Nous, on a d'autres spécificités, on a du matériel que les autres CHU n'ont pas à leur disposition. Donc, on a en particulier le centre de référence pour la formation à la réanimation médicale et à l'endoscopie digestive, puisqu'on a des systèmes d'endoscopie virtuelle. Alors ça, c'est notre activité de tous les jours. Je vais juste me focaliser, comme on n'a pas beaucoup de temps, sur ce qu'on appelle la simulation de haute fidélité, parce que la simulation, quand on dit maintenant centre de simulation, on parle centre de simulation en haute fidélité, mais en fin de compte, on a toujours l'impression par derrière, quand on parle de simulation haute fidélité, qu'on parle de technologie, mais en fin de compte, la simulation haute fidélité, c'est pas du tout ça. Pour faire de la simulation haute fidélité, il faut certainement avoir un environnement qui est à peu près réaliste, c'est-à-dire un lit d'hôpital, quelque chose qui ressemble un peu à notre vraie vie. Il faut fournir une tâche, il faut avoir un objectif. Là, je veux apprendre à un médecin à masser correctement. Il faut de l'équipement qui ressemble un peu à la vraie vie aussi. Je vous montrerai pourquoi. Mais le but du jeu, par derrière, c'est de créer de l'interaction physiologique, de l'interaction psychologique. Le but du jeu, c'est que les gens se croient en situation pour essayer de décortiquer les mécanismes de relation entre eux. Parce que c'est pas les connaissances techniques qu'on va vérifier très rarement. En général, les étudiants qui viennent nous voir, ils ont déjà appris leur cours par cœur. Ils font à peu près bien ce qu'ils sont censés faire. Par contre, ce qu'ils n'arrivent pas à faire, c'est à interagir les uns avec les autres, à travailler ensemble, à travailler en équipe. Et un des moyens qu'on utilise, c'est tout simple. Et ça, c'est une très belle illustration que j'ai prise dans un diaporama de l'équipe de Stanford. C'est exactement le même mannequin. C'est un mannequin de haute fidélité. C'est un mannequin qui vaut extrêmement cher. Simplement, en haut, il est utilisé dans de la simulation de basse fidélité. Ils ont pris le mannequin, ils ont mis les chaises autour. Le mannequin, il ressemble à rien. On va juste poser les stéthoscopes. Ça, c'est pas de la simulation haute fidélité, même si le mannequin est de haute fidélité. On va pas créer d'interaction dans l'équipe. Il y aura pas d'interaction psychologique. Il y aura pas de problème de communication d'équipe. Par contre, le même mannequin qu'on a un peu grimé, qu'on a un petit peu maquillé, qu'on a remis dans un milieu qui ressemble un peu plus au vrai milieu de travail, là, on va créer de la simulation haute fidélité. Là, on va créer de l'interaction psychologique. Et là, les équipes qui vont travailler, au bout de 2-3 minutes, ils ne font plus du tout attention aux caméras, ils font plus du tout attention à l'environnement. Ils ont vraiment l'impression d'être dans le soin. Alors, bien entendu, ça reste du mannequin en plastique, on décontextualise assez rapidement, mais pendant 3-4 minutes, ils vont vraiment être dedans et donc il va vraiment y avoir des grandes interactions. Parce que le but du jeu par derrière, c'est ça. Ça a été bien étudié en psychologie cognitive. On sait en particulier chez les experts que mettre des experts, des médecins chevronnés déjà en simulation pour leur apprendre une nouvelle technique, si on n'a pas réussi à fidéliser l'environnement, il va pas adhérer. Il va pas adhérer. Donc il faut, pour les experts, qu'on ait un environnement le plus fidèle possible. Alors pour les étudiants en général, on n'a pas besoin d'aller beaucoup plus loin parce qu'ils ne connaissent pas encore l'intégralité des environnements. On peut se contenter éventuellement d'un environnement de moyenne fidélité, mais ça c'est extrêmement important et c'est par le biais de cette fidélité qu'on fait adhérer les étudiants à nos systèmes. Parce que par derrière, ce qu'on veut faire, ce qu'on veut créer, c'est un peu de stress.
C'est pas le stress au niveau, c'est pas le stress négatif. Ce qu'on veut faire, et ça c'est la loi de Yerkes-Hudson, c'est une vieille loi de psychologie cognitive qui est appliquée à tous les domaines. D'ailleurs, j'ai sorti cette diapo exprès parce que d'un site de sport. En fin de compte, la loi de Yerkes-Hudson, elle s'applique à tous les milieux professionnels. Le but du jeu, quand on fait de l'enseignement, c'est arriver à mettre l'apprenant dans la bonne zone de performance. Et la bonne zone de performance, c'est arriver à créer un niveau de stress suffisant, mais pas trop important. Et pour arriver à créer ce niveau de stress auprès de nos apprenants, sans qu'ils deviennent négatifs, il faut les mettre dans un environnement fidèle, sans les submerger d'émotions négatives, sans par exemple que l'enseignant par derrière vienne être trop négatif et sur l'évaluation. Et c'est par le biais de la fidélité qu'on arrive à créer ce stress et cette bonne performance. Avec ça comme objectif ultime, c'est de créer une équipe experte et non pas une équipe d'experts. Alors ça, c'est encore une fois, c'est une tarte à la crème, c'est une diapositive que tout le monde reprend. Vous vous souvenez de la Coupe du Monde de football 2010, je suis pas du tout un adepte du football, mais je pense que c'est un excellent exemple. C'était que les meilleurs joueurs du monde, censément, dans l'équipe de France. Ils étaient tous des experts individuels. Par contre, ils étaient tous totalement incapables de travailler en équipe et bilan, c'est un désastre absolu. Et donc le but du jeu de la simulation, c'est arriver à faire travailler des experts individuels, mais ensemble. Et c'est simplement en les faisant travailler ensemble qu'on arrive à sortir de la performance. Voilà. Et juste ça, parce que c'est l'actualité du jour, hein, c'est à la suite des premiers rapports de l'HAS, clairement, l'HAS a mis le paquet sur la sécurité du patient. L'erreur médicale toucherait un patient sur 10 et majoritairement, ça serait lié à des problèmes de communication d'équipe. Très grande majorité. C'est rarement quelqu'un qui va volontairement faire une erreur ou quelqu'un qui allait voir un patient sans connaître son sujet. C'est souvent des problèmes de communication d'équipe. Et donc, ils viennent de lancer une grande séance de simulation à ce qu'ils appellent le CRM. Le CRM, c'est lié de l'industrie aéronautique, c'est Crew Resource Management. C'est arriver à travailler ensemble en équipe. Et il y a des sessions qui vont démarrer dès le 15 septembre 2015. C'est ce qu'on fait tous les jours au centre de simulation un petit peu partout quand on a la chance d'en avoir un. Voilà. Alors, pour terminer, je vais juste vous passer. Donc, vous voyez, on a aussi un appartement avec 6 ou 7 caméras parce qu'on ne s'adresse pas qu'au milieu hyper spécialisé, le bloc opératoire ou la médecine générale. On s'intéresse aussi à la médecine de ville, on s'intéresse aux infirmiers. Donc, on a un appartement qui est équipé de 6 ou 7 caméras. On leur fait jouer un certain nombre de simulations. Voilà. Et on va rechercher, repérer des événements. Comme ça, je vous ai dit, c'est pas de la technique. Des événements, ça, c'est ce qu'on peut faire grâce à nos caméras. Un étudiant ou un apprenant qui est dans la passivité, en général, c'est pas parce qu'il veut pas faire, c'est pas parce que c'est un feignant, il est venu parce qu'il a envie d'apprendre, c'est simplement parce que le stress l'a mis un petit peu en retrait. Arriver à détecter justement cet étudiant qui est un petit peu en retrait parce qu'il y a une réanimation, il se sent pas à l'aise, arriver à le dépister, arriver à le rassurer, arriver à le refaire travailler avec le reste de son équipe. Arriver à détecter des notions de doute comme ça sur des images. Donc je vais passer rapidement sur le reste. Et donc tout ça, ça peut se faire que parce qu'on a tout cet environnement autour, parce qu'on a recréé de la fidélité. Et donc juste pour terminer, si j'ai un peu de temps, je vais juste vous passer un film. Donc c'est en dessous un petit film sur une séquence de simulation. Donc ça c'est un film c'est une séquence de simulation qu'on a menée la semaine dernière. On a recréé une simulation d'un attentat terroriste avec des victimes qui avaient été écrasées. Et donc, il nous avait été amené par des équipes de secouristes. Et donc, c'est l'équipe du SAMU 29 qui, dans son poste médical avancé, gérait la première victime. Et vous verrez que l'idée, c'est qu'on les a mis un peu dans la pénombre parce qu'ils sont supposés être au plus près du lieu de l'attentat terroriste. On leur a mis des environnements assez fidèles, un ventilateur de réanimation sophistiqué, un moniteur physiologique. Donc, ils ont presque eu l'impression de s'y croire. Et vous verrez que de temps en temps, et ce qui est le plus important à détecter, c'est non pas les gestes techniques, parce qu'ils vont tous les faire. Les 3 personnes qui sont présentes sont tous des professionnels chevronnés. Ils vont faire aucune erreur. Mais ce qui est important de repérer, c'est les interactions, leurs gros mots, les gros mots qui vont sortir, qui sont les exemples, qui sont des illustrations de leur stress. Voilà. Non, les patients ne meurent jamais dans les simulations. Par contre, là, on va essayer de rapprocher le brancard. Je vais te l'examiner rapidement si tu veux, Chouage.
Rapprochez le brancard, peut-être qu'on va être un peu short là. Ouais, attention, je passe. Non, ça marche. Vous avez mal où, monsieur, là? Visage. Le visage? Oui. Il est bien brûlé, ça commence un peu à gonfler quand même. Donc il est bien perfusé. Ouais, la paire passe bien, c'est bon. D'accord, je te laisse Tu le le... scopes. Tiens, Je vais mettre le déplace encore brasseur. pour que je puisse le scoper, c'est un peu loin. C'est respirer fort. Si tu peux déplacer Vous respirez, ça va? Vous n'êtes pas trop gêné? Je le ramène encore. non, ça va, ça va. Pardon? Ça va. Sur la toile, scoper. Je mets la pince de sac et puis le. Ben, ça, c'est moi qui l'ai, tiens. Tac, et brassard, attention. Il est s'il te bien plaît, aussi. tachycarte, je pense. Attention à la mise. On devrait On pouvoir... le déshabillera entièrement pour faire l'étendue des lésions. Ok, on va pouvoir avoir une tension. Du coup... Ok, donc il a une 7 à 86, il a un poulet bien tachycarde, une tension en cours, parce qu'on va pouvoir préparer pour l'intuber, Didier. Ouais, ça marche. Ah, d'accord, ça va. Écoute, je vais examiner les jambes. Rien du tout? Non, je ne trouve pas de lésion. Bon, il a quelques traces de sang. Est-ce que je vous fais mal, là? Oui. Ok. Et là? Au niveau des jambes. j'ai mal aussi. Tout le ventre vous fait mal, hein, en fait. Ouais. Quand je Ok. vous passe les jambes, ça fait mal ou pas? Non, ça va. D'accord. Là aussi, pareil, pas de problème. Non, ça va. Ok. Est-ce que vous avez des allergies ou des problèmes de santé particuliers? Non, rien du tout. Rien du tout. Donc, au niveau respi, ça a l'air de passer. Par contre, là, il est en choc, le Il mec. est en Là. choc, d'accord. Quand j'appuie sur les qui passent, hein. Il saigne, Quand j'appuie sur les bras, vous avez pas de comment? douleur? Il y a un Non, 500 c'est rien. sur D'accord, de l'autre côté, pareil, Ok. pas de douleur? On va Est-ce qu'il y a préparer des traces aussi de- peut-être du... On va faire une commande de sang pour commencer la transfusion. Ouais, je lui fais un hémocure si tu veux. Ouais, mais là, à mon avis, vu la tension et vu le pouls, le mec, il doit saigner de quelque part. Tiens, vas-y. Donc, tu m'écartes un peu le bras, on va regarder un petit peu au niveau de l'écho. La face. Attends, je te laisse. Donc là, tu vois, niveau pulmonaire, ça a l'air de passer. D'accord. T'as pas d'épanchement non plus, t'as un peu D'accord. plus haut. Pareil, donc de l'autre côté. Il a 15 litres d'oxygène, là? Alors, je vérifie. Donc, pas d'épanchement, pas de pneumothorax les deux côtés. Oui, il a 15 litres, c'est bon. 15 litres Ouais, c'est bon. et du coup, je te laisse préparer. Et toi, c'est l'eau, Didier? Ouais, ça marche. Le matériel d'intubation est prêt. Oh putain. Tu veux que je prépare de la Oh, drip? il tamponne. Ouais, je viens de D'accord. l'adrer. Donc en fait, il y a un gros épanchement péricardique Ok, ça marche. de swimming air. Ok. Est-ce que tu sais faire une fonction Oui, péricardique? ça je sais faire. Je vais se préparer, je vais ouais. aller chercher le masque. Je vais Du coup, commencer ce que je te propose pour le moment, on continue de le remplir. Ouais. On va lui passer du Oneg. Ok. Et du coup, on prépare intubation et fonction péricardique. Ok? J'accélère le sérum fini. Ouais. On lui mettra une deuxième Moi, dose. je me prépare pour la ponction. Bon, en fait, on a fait l'échographie, on a vu que vous saignez à l'intérieur. D'accord? On va être obligé de ponctionner. Tout votre cœur est entouré de sang, on va être obligé de ponctionner. D'accord? Vous m'entendez là? Oui, je suis là, ouais. D'accord. Et on va vous endormir déjà parce que pour vous aider à respirer. D'accord? Ok. 91 de SAT, 109. 109. Un énorme délai. D'accord. Le jeu gonfle le ballonnet. Vas-y, on essaye pour voir si ça passe. Je réécoute. Sinon après je passe la main. Tac. C'est bon la main, je vois la passion qui se soulève. C'est bon. C'est bon, c'est bon. La SAT, ça remonte? 92 de SAT pour l'instant. Parfait. Donc, le premier culot est fini. Tu veux que je fixe? Ouais, vas-y. Premier culot fini? Là, le premier culot est terminé. D'accord, ça marche. On va enchaîner avec un deuxième et un PFC également. Si tu veux, on met sur le respi. Hop. Ok, c'est bon. Donc de ce côté-là, c'est cadré. Je mets la On va sédation. voir avec le chir Ouais. cardiaque. Je vais remettre une ce qu'il tension en quand même. pense. Pour voir. Hop. Je te laisserai les appeler, Anne. Ok. Donc, tu veux que j'appelle le chir cardio? Bah, ouais. Et peut-être la radio aussi post-intubation. Ok. On va faire tout ça. Je mets une canule. Alors, je Ouais. fais le bac. Tac. Je mets le deuxième Ah oui. culot du coup. Ouais, Soit- et si t'as du soit- PFC, ça serait pas mal. Je n'ai pas reçu encore le je PFC. pense que- Ah merde. Massage, vas-y. Bon, Quelqu'un je fais les commence à compressions. masser? Je baisse le brancard. Ok, par contre, il est en TV, on va pas avoir choqué. Hein. Je commence à masser. De toute façon, on avait déjà, au cas où, une seringue. T'as le dé derrière Didier. Donc il va falloir que tu me le mettes en route et que tu prépares le poids chaud. Voilà, donc on va s'arrêter là. L'idée, c'est de vous montrer, vous voyez que là, c'est des professionnels qui travaillent tous les jours. C'est des gens qui ont absolument aucune, on n'a rien à leur apprendre. Tous les gestes techniques qu'ils faisaient,
ils les faisaient a priori bien, ou en tout cas ils les font bien et ils en connaissent bien les bases. Simplement, quand on les remet à travailler ensemble dans une situation, on arrive à leur créer des stress. C'est comme des professionnels qui travaillent depuis plus de 10 ans. On arrive, vous voyez, sur les... Alors bien entendu, ils sont assez calmes parce que c'est des urgentistes un peu chevronnés, mais les gros mots qu'on entend de façon régulière, les incertitudes qu'on voit de temps en temps dans leurs actions, bah, ça prouve leur stress par derrière. Et c'est là-dessus qu'on va vraiment travailler et non pas sur les compétences techniques chez eux, parce qu'il n'y a pas besoin de leur apprendre à faire une ponction péricardique. Ils savent le faire déjà. Une échographie, ils savent le faire. La faire au bon moment, quand on est stressé, quand on est focalisé sur une autre action, ça c'est beaucoup plus compliqué. C'est un petit peu ça qu'on cherche à recréer au quotidien au centre. Merci. Je vais juste revenir sur la diapositive de fin quand même. Voilà. Donc la simulation, c'est maintenant en tout cas à la faculté de médecine devenu un outil essentiel, mais c'est aussi devenu un outil de recherche parce que cet outil-là où on arrive à recréer des patients virtuels un petit peu proches de la vraie vie nous permet aussi de tester un certain nombre de dispositifs au quotidien, des respirateurs artificiels. Là, pour le grand appel d'offres du CHU de Brest, on a retesté sur ces patients virtuels les 6 fabricants en les mettant en vraies conditions et en réévaluant le stress de nos opérateurs directement. Voilà. Je vous remercie. Merci. Alors nous sommes presque dans le timing car notre dernier intervenant, la société Medcom, avait un problème de certification aujourd'hui et a dû s'absenter. Et donc voilà, et on a la place peut-être pour une dernière question et peut-être Monsieur le Président. Oui. Jean-Roger Le Gall, Paris. Dans une dialogue, tu as parlé des erreurs médicales et de la communication. C'est la communication dans les équipes ou bien la communication avec le malade? Alors c'est les deux. Alors en standard, c'est clairement la communication inter-équipe, mais on a aussi beaucoup de nos ateliers qui sont focalisés sur la communication avec le patient et avec les familles. On a des ateliers, surtout pour des réanimateurs médicaux, on a beaucoup d'ateliers sur l'annonce d'un diagnostic difficile, comment mieux communiquer. Alors là, par contre, on a rarement besoin d'environnements sophistiqués. Là, c'est juste un bureau. On a un bureau de consultation qui est uniquement dédié à la tâche. Il n'y a pas grand-chose comme environnement, un bureau, une chaise. Par contre, on a toujours la même technologie audiovisuelle par derrière. 2 caméras, une qui est focalisée sur le visage du docteur qui annonce la mauvaise nouvelle et puis surtout ses attitudes, les positions qu'il va avoir, les intonations. Et aussi, bien entendu, à une caméra qui est dirigée vers le patient et ou sa famille. C'est les deux. C'est la communication d'équipe et aussi la communication avec les autres. Merci. Alors, la dernière. Oui, Daniel Bontou. Est-ce que votre recherche et votre centre sont absolument uniques en France ou y a-t-il à votre connaissance d'autres équipes qui travaillent dans la même optique? Alors, des centres de simulation qui ont été étiquetés niveau 3 par la HAS, il y en a à peu près 5 en France. Et actuellement, tous les CHU sont en train de s'équiper d'un centre. Mais il y en a plusieurs. Je vous dis, c'est des vieilles techniques qui étaient plus ou moins utilisées et qui sont vraiment au goût du jour et qui sont surtout mis sur le devant de la scène par la HAS. Donc forcément, on va être très très nombreux d'ici peu de temps, heureusement. Je voulais simplement remercier mon ami Jean-Marc Gandon, la société Bretagne Biotechnologie, ID2 Santé. Je crois que le succès de cette matinée leur revient. Et à titre personnel, j'ai été tout à fait impressionné, bien que je n'ai pas eu le temps de tout écouter, de la qualité des exposés que nous avons entendus et du développement de la technologie bretonne, dont j'espère que vous ferez l'interprète dans la capitale et dans vos autres provinces. Alors, il est d'usage de remercier l'Académie, il y a l'usage de remercier un certain nombre de personnes, et j'ai pris l'initiative, et j'espère que vous ne m'en voudrez pas, d'offrir à Jean-Marc Gandon la médaille de l'Académie, qui est une médaille d'argent. Je ne suis pas sûr que ce soit très pur, mais enfin, au moins, l'entourage est en argent, ça fait de l'effet. Et donc, de le remercier à nouveau et de l'applaudir.
Merci à toute l'équipe, mais vous savez, on est très honoré de votre présence. C'est surtout ça notre cadeau. Merci beaucoup.